Moi, c'est Khadina Koulima. Et il y a 5 ans, je décidais avec mon frère de créer Nest, qui est un réseau de cliniques privées pour la femme et l'enfant. Et Nest, ça veut dire le nid en anglais. Et dans notre vision, plus qu'une clinique, on voulait créer un nid où des femmes pourraient venir accoucher, donner naissance dans les meilleures conditions, indépendamment des moyens qu'elles avaient. Nous avons grandi dans une famille de médecins. Enfin, mon père est médecin. Et j'ai eu des oncles aussi qui sont médecins. Et on nous a toujours raconté ces histoires et qui nous touchaient beaucoup quand on était enfant, de femmes qui avaient perdu confiance au système de santé au Sénégal, soit parce qu'elles ont été mal accueillies, mal orientées ou qu'elles n'ont pas été écoutées en fait. Et je voudrais juste partager 2 histoires avec vous. La première, c'est une femme qui nous racontait qu'au moment où elle était entrée en travail, elle est allée à la maternité la plus proche de chez elle, qui était très réputée pour sa compétence. Et arrivée sur place, elle a trouvé beaucoup de monde et personne pour l'accueillir, personne pour s'adresser à elle. Elle a attendu 2 heures de temps dans la douleur du travail et à un moment donné, sa sœur qui l'accompagnait a décidé d'interpeller un membre du personnel de santé. Et cette personne leur a tellement manqué de respect qu'elles ont décidé de quitter la structure, parcourir 20 km, traverser la ville de Dakar pour aller rejoindre un hôpital où son médecin avait l'habitude d'exercer. Et quand elle est arrivée, elle a eu de la chance. Son gynécologue était sur place. Il l'a reconnue, il a ordonné qu'on la prenne en charge immédiatement, malgré le fait qu'elle n'ait pas la caution tout de suite à déposer. Donc elle a eu de la chance, mais malheureusement, c'était trop tard pour sauver la vie de l'enfant. La deuxième histoire aussi que je voudrais partager, c'est celle d'une jeune Sénégalaise qui, comme toute nouvelle mariée, est vraiment excitée d'avoir la première grossesse. Et donc, elle va pour sa deuxième consultation prénatale avec ses analyses de sang et la sage-femme lui apprend, après l'examen, qu'elle a perdu la grossesse. Et à aucun moment, cette sage-femme n'a pris la peine d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu une interruption de grossesse, ou encore moins, bien sûr, de lui apporter un soutien psychologique. Et il y a 2 ans, cette femme nous a interpellés publiquement, alors qu'une de nos sages-femmes faisait une séance d'information, en lui disant qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis 3 ans. Et quand elle est venue la voir, la sage-femme a regardé ses analyses sanguines et elle a vu qu'elle était de rhésus négatif. Et que c'était peut-être la raison de la première interruption de grossesse. Non seulement ça, mais qu'elle avait besoin d'un traitement médical particulier qui lui permette de maximiser ses chances d'avoir un enfant. Donc aujourd'hui, on est heureux pour elle parce que ce mois-ci, son premier enfant va avoir 1 an. Et ce sont des histoires comme ça qui nous ont motivés, mon frère et moi, à vraiment créer Nest, un nid où déjà les femmes pourraient être accueillies, bien accueillies parce qu'on les connaîtrait déjà. On les aurait suivies pendant toute leur grossesse. Un endroit où elles pourraient accoucher dans de la sécurité parce qu'il y a le matériel, l'infrastructure, un bloc opératoire sur place. Et aussi où elles pourraient trouver une oreille professionnelle disponible et des conseils pour prévenir d'éventuels problèmes de santé par le futur. Et donc cette vision, on a commencé à la concrétiser en 2011, quand je suis rentrée au Sénégal. Avec mon père, on a ouvert un premier plateau médical pédiatrique qui fonctionne aujourd'hui 24 heures sur 24. On a rencontré aussi un gynécologue, Dr Abdoulaye Diop, qui partageait cette vision et qui connaissait vraiment toutes les frustrations des femmes et des médecins au quotidien, et qui nous a rejoints dans l'équipe. On a ouvert une clinique il y a 1 an où on reçoit des femmes, mais vraiment de tout milieu social, qui sont cadres de banque, coiffeuses, femmes au foyer, qui sont très différentes, qui arrivent à trouver, selon leurs moyens, la solution dont elles ont besoin chez nous, et qui partagent vraiment cette envie d'accoucher dans un cadre rassurant. Et nous avons aussi une page Facebook que nous animons, où nous donnons régulièrement des informations et des conseils sur la naissance. Et les interactions que l'on voit là-dessus, de femmes qui sont enceintes ou des femmes qui ont accouché, nous montrent que même au-delà de la pudeur, elles ont, habituelles ici au Sénégal, elles sont prêtes à échanger là-dessus parce qu'elles ont beaucoup d'appréhension. Alors souvent, quand je raconte un peu, je parle de mon projet, on m'appelle Docteur Nakoulima. Et c'est vrai que c'est un beau titre, hein. Mon père, c'est Docteur Nakoulima, ma sœur aussi. Et je dois me lancer dans une longue explication pour dire que non, je suis ingénieure. Et j'ai décidé
de me lancer dans la santé au Sénégal. Alors, c'est pas évident à expliquer, parce qu'il y a 5 ans, je venais de terminer mes études à l'École des mines de Paris, et j'avais 24 ans. Et la plupart de mes camarades, la plupart de mes amis ont intégré, après l'école, une grande société industrielle, ou alors les mines, l'énergie, ou des fois intégré des grands cabinets de conseil internationaux. Mais j'ai fait le choix de prendre un aller simple pour Dakar et de créer une société. Donc ça ne paraissait pas évident, sortant de l'école des mines, et pourtant c'est au sein de l'école que j'ai vraiment trouvé toute l'inspiration et le courage nécessaire de me lancer dans l'entrepreneuriat. Quand j'étais en 2e année, on avait un choix à faire entre plusieurs options. On avait le choix entre 19 options qui allaient des matériaux, l'énergie, à la finance quantitative où il paraît qu'on se fait beaucoup d'argent. Mais aucune de ces options ne me passionnait réellement. Et puis, un de mes professeurs, Philippe Mustard, a décidé de créer l'année où je devais faire ce choix, une option qui s'appelait Innovation et Entrepreneuriat. Et c'était la première fois que j'entendais parler d'innovation et entrepreneuriat. Pour moi, qui ai grandi au Sénégal, un entrepreneur, c'était un professionnel du bâtiment. Et donc, les 2 années qui ont suivi, je me suis rendu compte à quel point j'étais dans l'erreur. Pendant 2 ans, on a reçu une vingtaine d'entrepreneurs et d'investisseurs de tous les horizons, et souvent qui avaient des rêves aussi de pouvoir innover dans nos pays à nous, des pays en voie de développement ou dans les pays émergents, et qui, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit la biotechnologie, les services à Internet ou l'énergie solaire, ils racontaient tous la même histoire, qu'au départ, ils avaient une vision, ils avaient un projet auquel ils croyaient, souvent même inspirés d'ailleurs, qu'il leur a fallu des années pour convaincre leurs proches, des investisseurs et des potentiels partenaires de les rejoindre dans ce projet-là, et qu'ils ont dû, pendant autant de temps aussi, renoncer à un confort qui était offert en fait sur un plateau d'argent, c'est-à-dire un salaire qui tombe conséquent tous les mois sur le compte bancaire et un emploi stable. Et des fois, c'était des pères de famille et des mères de famille. Mais ils partageaient aussi cette satisfaction d'avoir un impact, de donner un sens à leur travail, de créer de l'emploi. Et donc pendant 2 ans, j'ai entendu ces histoires qui étaient vraiment fascinantes. Et quand je suis sortie de l'école, je devais rechercher un emploi. Et j'ai passé 2 entretiens dans 2 grandes entreprises sans grand enthousiasme. Et mon frère de passage à Paris me parle de ce réseau de cliniques privées dédiées à la maternité en Inde, dont on pouvait s'inspirer au Sénégal. Et le jour où il m'en a parlé, c'était un peu comme une évidence que c'est vraiment un sujet qui allait me passionner. Et donc j'ai décidé d'arrêter la recherche d'emploi pour ne pas avoir le choix de ne pas créer Nest. Alors, et à ce moment-là, on se demande maintenant comment je fais en fait pour créer un réseau de cliniques. Je ne connais personne qui ait créé une clinique, et encore moins un réseau de cliniques. Et notre première démarche, ça a été vraiment de partager notre idée et de parler de notre projet à un maximum de personnes qui étaient en relation soit avec l'entrepreneuriat, soit avec la santé. Et c'est vrai que dans notre culture, on nous dit en général de ne pas trop parler de notre projet, de ne pas trop parler de notre idée, parce qu'on peut faire des jaloux ou alors on peut nous voler notre idée. C'est vrai que ça peut arriver, mais si nous n'avions pas parlé de notre projet, on n'aurait pas rencontré, par exemple, la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC qui nous a accompagnés, qui nous a incubés, qui nous a accompagnés, qui nous a permis d'aller en finale d'une compétition internationale, de challenger notre business plan face à des investisseurs qui jouaient le jeu et qui nous questionnaient. C'est grâce à cela aussi qu'on a réussi à avoir des mentors de qualité qui passaient du temps avec nous et qui nous accompagnaient étape après étape. Et puis aussi, il y a tous ces entrepreneurs et ces investisseurs qui nous disaient à l'école, si vous êtes le seul à avoir une idée, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Et que toute la différence se fait dans l'exécution. La deuxième étape un peu de notre démarche, c'était d'aller voir ce qu'il avait déjà fait. Et donc je suis partie 3 mois en Inde pour faire une immersion dans ce réseau de cliniques privées, dans ce réseau de maternité. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris par exemple que le médecin ne fait pas tout dans la clinique, qu'il y a une personne qui doit se charger de faire en sorte que le médecin trouve tout le matériel disponible pour pouvoir exercer son art,
Et surtout, de façon plus importante, quand il quitte la clinique et qu'il confie son patient à une structure de santé, eh bien, il veut s'assurer que les procédures de contrôle sont sur place pour s'assurer que les infirmiers et les sages-femmes exécutent sa prescription de façon scrupuleuse. Et enfin, la dernière chose aussi, c'était vraiment de maîtriser le sujet. Je ne suis peut-être pas ingénieure, mais je peux comprendre comment se déroule une grossesse, quelles sont les étapes, quelles sont les personnes qui interviennent, quels sont les modèles de soins au Sénégal, quelles sont les couvertures médicales qui existent. Donc en fin 2010, après avoir fait un peu ce parcours qui a duré 1 an, je suis revenue au Sénégal et les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais, bien sûr. Et il y a des choses auxquelles on ne peut pas se préparer. Par exemple, quand on fait une prestation, je ne savais pas que les assurances ou les maisons, les instituts de prévoyance maladie prenaient des fois 6 mois ou 1 an pour vous payer, ce qui crée de vraies tensions de trésorerie. Je ne savais pas non plus que des fois, on contracterait avec des fournisseurs qui ne respecteraient pas leurs engagements, ou alors qu'on devrait faire 1 an et demi de délai de parcours administratif, mais qui crée 1 an et demi de retard sur l'ouverture de notre première clinique, par exemple. Et puis aussi, quand on est jeune au Sénégal, on nous prend pas trop au sérieux. Donc, quand on vient parler de mon projet, je vois un peu un regard amusé et je lis un peu la jeunesse et ses rêves. Mais on voit des soutiens également. Et puis on me pose souvent la question à savoir est-ce que j'ai eu des difficultés en tant que femme. Personnellement, dans mon parcours, je n'ai pas vraiment vécu de difficultés parce que j'étais une femme. Par contre, la question me rappelle le fait aussi que dans mon éducation, mes parents n'ont jamais fait de différence entre les filles et les garçons. Je suis la dernière d'une famille de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Et à cause de mon grand frère aîné qui a fait de brillantes études, mes parents ont pris goût très rapidement à avoir un enfant modèle. Et donc, ils nous ont mis la pression. Je suis née avec une exigence très forte d'avoir des efforts perpétuels, non seulement à l'école, mais également en dehors de l'école, à l'école coranique, pendant les cours de Coran ou au dojo de taekwondo, de aïkido. J'y allais avec mes frères et mes sœurs tous les samedis après-midi. Donc aujourd'hui, ma mère me reproche des fois de ne pas avoir la plus belle coiffure de la salle. Je voudrais lui dire, tu aurais dû m'amener le samedi après-midi au salon de coiffure, mais bon, plutôt qu'au dojo. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!